Noël et la Saint-Sylvestre sont les fêtes préférées des Français. Des vitrines qui brillent, des produits qui font saliver. Il faut dire qu'en coulisses, l'enjeu est énorme pour les commerçants et les industriels. Les fêtes, eux aussi en raffolent. C'est l'opération commerciale la plus rentable de l'année. Car tout le monde est prêt à faire des folies pour s'offrir du rêve. C'est comme les diamants, ça. Plus c'est gros, plus ça coûte. La coquille Saint-Jacques, par exemple, c'est l'une des stars de nos assiettes de fête. Et vous allez voir que pour la rendre accessible au plus grand nombre, les industriels ont trouvé des recettes plutôt étonnantes. Ce qu'ils ont le plus, c'est ça. Superwoman Michu, voilà ce qu'elle achète, quoi. Elle achète celle-ci. On a autant de légumes que de Saint-Jacques. La Saint-Jacques, mais aussi le caviar. Autrefois réservé aux familles royales, on trouve aujourd'hui les célèbres œufs d'esturgeon à prix cassé, en boutique, mais surtout sur Internet. Actuellement, la Chine fabrique le meilleur caviar du monde. Vous allez découvrir que ce nouveau marché du caviar discount dissimule parfois des arnaques. Donc on peut conclure que ce n'est pas du caviar et que notre échantillon inconnu, en fait, est composé d'œufs de lin. Quelle est la composition exacte des produits low cost que nous achetons? Qu'y a-t-il vraiment dans ces pots de tarama, par exemple? Un champion en toute catégorie des apéritifs de fête. La cochenille est une petite chenille, en fait, qui est blanche et quand on l'écrase, donne cette couleur-là. Enfin, vous allez voir que pour séduire toujours plus de clients, certains n'ont pas hésité à changer radicalement la recette. Comme pour le fameux boudin blanc, un produit du terroir qui n'a parfois plus vraiment la saveur de l'authentique. Celui-là, bon, on voit que il se tient pas du tout, ça fait plus rillette. Quels sont les secrets des industriels de l'agroalimentaire? Comment fabriquent-ils réellement les produits que nous consommons en période de fête? Boudin, foie gras, caviar, tarama ou encore chocolat. Comment la guerre des prix se joue-t-elle en coulisses? Enquête sur la face cachée de nos assiettes. Lorsqu'on prépare un repas de fête, l'un des plats les plus populaires, dont raffolent des millions de Français, c'est la Saint-Jacques. Il n'y a pas si longtemps encore, il fallait avoir les moyens pour se l'offrir. Aujourd'hui, on trouve de la Saint-Jacques à toutes les sauces et à tous les prix. Plus de 50 € le kilo chez le poissonnier, 10 fois moins cher en supermarché. Pourquoi une telle différence de prix? Vous allez découvrir que les Saint-Jacques cachent bien des secrets au fond de leur coquille. Pour le comprendre, nous avons mené l'enquête. Elle commence dans le petit port de pêche de Carantec, en Bretagne. Si la Saint-Jacques est si chère, c'est que c'est une matière première très compliquée à pêcher. Et ça, Yvon de Salle le sait bien. On n'est pas à la bourre, mais presque. Il ne faut pas traîner parce que les horaires, c'est de 9h à 11h. Seulement 2 heures par jour, 2 fois par semaine, entre le 1er octobre et la mi-mai. En France, la pêche à la Saint-Jacques est très réglementée. Des limites que les pêcheurs se sont eux-mêmes imposées pour préserver la qualité. La coquille bretonne est une denrée rare. On a de la belle coquille dans le quartier, pas de grande quantité. On n'est que 34 bateaux à faire cette pêche-là. Yvon n'a donc que 2 heures ce matin pour ramasser un maximum de coquilles. Pas le droit à l'erreur, il doit trouver le bon coin au plus vite. D'autant que tous les concurrents ont la même pression. Donc là, il y a un coquillier, le petit bateau blanc, là, qui va là-bas. J'ai un autre collègue, là, le gros bateau vert. Là. Il ne peut pas aller où il est, il ne peut pas venir où je suis. Ah, il y a le roche au milieu? Ah, il y a la roche, là, il ne passera pas. Moi non plus. Chacun son coin. Voilà, il nous reste 9 minutes à attendre, même pas. On a l'heure au GPS, là, avant le démarrage. 9h, c'est 9h. Pour Yvon, la pêche se fait à l'ancienne, avec cette drague. C'est un grand râteau avec un filet métallique. Et on ramasse de la coquille, des cailloux, de tout. Et après, on fait le tri. 9 heures précises, il jette la drague à l'eau pour un premier test. S'il s'est trompé de zone, c'est une partie de son chiffre d'affaires de la journée qu'il va perdre. Eh ben, ça commence mal. Et on n'a pas pêché beaucoup de coquilles. Hein. Peu de coquilles, mais de belle taille. Heureusement pour Yvon, car la Saint-Jacques se négocie au poids. Elle est belle, la coquille, quand même. C'est de la coquille magnifique, ça. Bonne taille, non? Hein? Pour amortir sa sortie en mer, Yvon va devoir prendre tous les risques. C'est sur la pente, souvent, qu'on en ramasse le plus. Donc vous êtes toujours tenté de passer plus près des rochers pour avoir les plus vieilles, quoi? Voilà. Et les plus grosses, parce que c'est là qu'on passe le moins souvent, qu'on passe le moins bien. C'est là qu'il y a le plus de coquilles concentrées, quoi. Vous êtes prêt à prendre beaucoup
quand même. Oui, bah, le risque, oui, c'est d'accrocher un caillou, de perdre la drague, ou même, ça arrive, hein, de chavirer le bateau. Hein. Et la drague vient justement d'accrocher un rocher. Ça a accroché. J'espère qu'on n'a pas cassé trop de dents sur la drague. Pas de dégâts, mais il est 11 h. La pêche est déjà finie, enfin presque, car il faut encore faire le tri. Ah, je garde tout ce qui est vivant et qui fait au-dessus de la taille. Ça fait pas. Elle passe, on l'achète. On la reprendra l'année prochaine, on va la laisser grandir. Interdiction de pêcher les Saint-Jacques de moins de 3 ans. Avec toutes ces contraintes, le rendement est faible pour Yvon. Vu le nez, on n'a pas les 300 kilos, mais 250, un peu plus. Il a combien d'euros alors? Ah ça, si elles sont à 2 €, c'est multiplié par 2. Si c'est à 2,50, je sais pas. Entre 2 € et 2,50 € par kilo dans sa poche. Mais une fois passé entre les mains des grossistes, ces Saint-Jacques de Bretagne seront revendus sur l'étal du poissonnier à 7,90 € le kilo avec la coquille. Et une fois décortiqués, jusqu'à 5,80 € les 100 grammes, soit 58 € le kilo. À ce prix-là, la Saint-Jacques bretonne est un produit d'exception que l'on retrouve essentiellement sur les grandes tables. Comme dans ce grand restaurant parisien, où le chef, Frédéric Verdon, en a fait sa spécialité. Il ne sélectionne que les coquilles les plus charnues pour sa cuisine. Ouais, vous voyez. Donc c'est ça une belle Saint-Jacques, vous voyez. Donc là, on peut quand même dire qu'on est dans un produit d'exception. Le problème de la Saint-Jacques, c'est qu'on l'achète au poids. Une fois les coquilles enlevées, ne reste que quelques noix au fond de la poêle. Alors pas question de rater la cuisson. J'ai un produit qui demande de l'attention, il demande qu'on s'en occupe, qu'on l'aime. C'est pas un truc qu'on balance dans une poêle. Hein. C'est comme les diamants, ça. Plus c'est gros, plus ça coûte. À raison de 4 noix par assiette, il y en a déjà pour 20 € de matière première. En y ajoutant le savoir-faire du chef, la Saint-Jacques rôtie, potiron et châtaigne est proposée à 54 € sur la carte. Je dirais que c'est un plat joyeux. Qu'on peut décliner de mille façons, y compris à la maison, assez simplement et en mettant de la joie dans son assiette. Un plat joyeux dont les Français raffolent. Ils consomment plus de 160 000 tonnes de Saint-Jacques chaque année. Et c'est essentiellement en grande surface qu'ils l'achètent. Car dans nos supermarchés, on peut s'offrir la fameuse coquille à des tarifs beaucoup plus raisonnables que dans les grands restaurants. Au rayon surgelé, on trouve des noix à 23 € le kilo, 2 fois moins cher que chez le poissonnier. Et il y a encore plus économique, au rayon plat cuisiné. La Saint-Jacques est proposée à toutes les sauces, en fondu de poireau par exemple, à 4,75 € pour une personne seulement. Des préparations qui ont de quoi faire rêver sans se ruiner. Notamment en période de fête, les plats déjà cuisinés, ça me permet de cuisiner aussi quelque chose de bon et rapide. Des prix aussi bas, c'est le résultat d'une bataille mondiale que se livrent industriels et distributeurs à des milliers de kilomètres de chez nous. Nous sommes au Pérou. Peu de gens le savent, mais c'est dans ce pays d'Amérique latine que sont produites la plupart des Saint-Jacques que nous consommons. Et l'homme qui en importe la plus grande partie en France, c'est Norbert Rouquette. Oh là! Hola Steven, ¿qué tal? Ce grossiste français traque la Saint-Jacques tout autour du monde pour les industriels de l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Norbert négocie chaque année 2500 tonnes de Saint-Jacques au prix le plus bas. Dans 45 minutes, on devrait arriver à la ferme. Et ensuite, on va plonger. Steven est l'un de ses principaux fournisseurs. Moi, je viens ici minimum de 3 fois par an, donc tous les 3 mois pour évaluer de nouveau la situation, en parler avec mes partenaires commerciaux, fournisseurs. Murs d'enceinte, barrières à l'entrée, nous sommes dans l'un des endroits les plus sécurisés de la côte péruvienne. Car ici, c'est une petite fortune qui se cache au fond de la mer. A priori, une zone de pêche traditionnelle, avec ses bateaux.
En el fondo, las lanchas que podemos ver son lanchas de concha. Oui, tous les bateaux sont des bateaux à coquilles. Au large se cache un petit trésor, l'un des fonds marins les plus riches au monde en Saint-Jacques. Mais pour l'atteindre, il faut naviguer serré et ça ne passe pas à tous les coups. Un peu plus loin, il y a un petit banc de sable et on n'a pas assez de profondeur apparemment pour passer. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. On vient de prendre le taureau par les cornes. On est bien scotché là. Oh la vache! Ça y est, on sort. C'est normal, c'est le Pérou, c'est ça. Jamais rien se passe comme prévu, mais il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Après une demi-heure de galère, voilà ce qui attire tant Norbert au Pérou. Des dizaines d'embarcations avec à leur bord des plongeurs payés 190 € par mois. Ici, pas de drague, la récolte se fait selon une technique artisanale. Le petit tube blanc qu'on va sortir du bateau, c'est le tube avec lequel respire le plongeur qui est au-dessous. Vous voyez les bulles? Quantos metros tiene acá? 8 mètres. Le plongeur va ratisser la côte pendant 4 heures, sans jamais remonter à la surface. Une fois son filet de 3 kg rempli, il tire sur la corde. Dans le bateau, les hommes remontent le sac. Au Pérou, pas de quota, pas de limite de temps de pêche. Des milliers de coquilles sont remontées chaque jour. D'une variété un peu moins noble que la Saint-Jacques bretonne, mais d'une espèce très proche, ce sont des pétoncles. Bon, déjà la taille n'est pas la même, on est quand même beaucoup plus petit ici. La Saint-Jacques française, bon, la coquille serait comme ça, et la noix serait comme ça, voilà à peu près. Donc quasiment deux fois plus grosse. Voilà. Et ça, c'est des pétoncles en fait. On peut l'appeler pétoncle ou on peut l'appeler Saint-Jacques. Aujourd'hui, on peut l'appeler Saint-Jacques sans problème. Légalement, on peut l'appeler Saint-Jacques. Voilà. Voilà le secret de Norbert, importé de la pétoncle péruvienne, qui sera revendue dans nos supermarchés non pas sous l'appellation coquille, mais noix de Saint-Jacques. Une petite subtilité autorisée par la législation française. Seul un astérisque renvoie à la véritable origine du produit. Grâce à cette astuce, Norbert peut écouler plus de 2500 tonnes de pétoncle sur le marché français. Et il est à l'affût du moindre détail pour faire baisser les coûts de production. Ça commence dès le quai de déchargement. This is too slow. That has to change. The idea that you put it on a other style of transport, not anymore the bags, the mesh. Then we're going to talk about pallets. You just take it with a crane, one go, and that's time. On va essayer. Des efforts, la société de Steven ne cesse d'en faire pour satisfaire Norbert. Elle vient d'investir 8 millions de dollars dans cette usine de transformation dernier cri. Elle a ouvert ses portes il y a tout juste 2 jours. So how many lines? 1, 2, 3, 13. 13. On est en train de tester les lignes une par une. On commence doucement et puis on va avancer petit à petit. C'est un beau bébé. Hein. Je crois qu'à terme, c'est prévu pour tourner à entre 25 et 30 tonnes par jour. Ça vous parle peut-être pas, mais pour moi, ça me parle et croyez-moi, c'est gros. Hein. Norbert est accueilli par le PDG en personne, Monsieur Wong, un Péruvien d'origine japonaise. Et Monsieur Wong est très fier de montrer sa nouvelle usine. Mais là encore, le Français va lui souffler une idée pour améliorer le rendement. Mira, 1, 2, 3 personas. You won't move 300 tonnes. Never. So, 100. Pour Norbert, il y a notamment un détail qui cloche. C'est ici que les ouvriers enlèvent la noix des coquilles et les mettent dans un panier. Pour lui, ces paniers sont mal positionnés. Ils sont trop hauts et ça ralentit la cadence. This is too high. Para mí tengo siempre la misma visión de la cosa, ganar tiempo. Y tiempo es dinero. Pour être toujours plus compétitif, Monsieur Wong n'hésite pas à encourager chacun de ses employés. Très bien, très bien. Nous avons besoin de trouver le bon rythme pour utiliser toutes les capacités de la machine.
Mais soudain, panne de courant, en direct. C'est arrivé hier déjà. How long this is gonna take? Je vais voir ce qui se passe. J'en ai pour 5 minutes. Au Pérou, ce genre de coupure est fréquente. L'usine est encore en rodage. Pour Norbert, Monsieur Wong va devoir s'équiper s'il veut tenir le rythme. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est souvent dans l'usine qu'il y a des coupures d'électricité. Ce qui n'est pas encore installé, c'est le générateur, parce que par contre, ce genre de problème, il doit être relayé par un générateur diesel. Hein. 5 minutes plus tard, la panne est réparée. La production peut repartir. Norbert aura bien ses pétoncles pour Noël à un prix convenable. Je dis, les prix fluctuent en moyenne, hein, entre 10 et 14 euros. On le revend avec ce prix de marché plus une marge. Voilà. Quelques points. À 14 € le kilo sorti d'usine, la pétoncle de Monsieur Wong est actuellement l'une des moins chères au monde. Mais Norbert cherche toujours plus de pétoncles et toujours moins cher. Pour y arriver, il va faire appel à l'un des rois du low cost, un homme qui a fait du pétoncle un produit industriel qu'il fabrique de façon quasi illimitée. À 500 km de là, direction la baie de Guaynuma, un morceau de côte péruvienne exclusivement consacré à la culture du pétoncle. Au départ, c'était uniquement cette partie, et puis après, petit à petit, c'est la quasi-totalité de la baie qui a été occupée par les cultures de Saint-Jacques. Ici, plus grand-chose de naturel. Tout commence dans cette ferme aquacole, de façon scientifique. Dans ces éprouvettes, à peine visibles, des bébés pétoncles conçus dans un bassin d'élevage. Les bébés pétoncles vont grandir dans ces filets bleus, que l'on appelle des lanternes, installés dans ces petites piscines à l'abri des prédateurs. On ne fait qu'amplifier les volumes, on les optimise, mais on ne fait rien d'autre que ce que fait la nature toute seule. À 3 mois, les pétoncles vont enfin faire connaissance avec la mer pour une croissance accélérée. Voilà, están leviando la línea para cosechar o no? Ils ont relevé la corde pour vous montrer comment les lanternes sont positionnées au fond de l'eau. Ce système de lanterne permet de rendre l'élevage intensif et donc de baisser encore les coûts de production. Résultat, 12 600 tonnes de pétoncles récoltées chaque année ici. ¿Puedes decir cuántos animales tiene en cada tipo de lanterna? 500. 500 por piso. L'intérêt de ce système, c'est qu'il est quand même plus fiable. En les suspendant, elles sont mieux disposées pour s'alimenter. C'est-à-dire que du plancton, il y en a à tous les étages. Si c'était seulement au sol, tout le monde se battrait pour avoir son petit plancton. Deuxième élément, c'est qu'on se prémunit des prédateurs. Même s'il n'y a pas de prédateurs, l'espérance de vie des pétoncles est limitée. Contrairement à la Bretagne, on n'attend pas 3 ans avant de les pêcher. C'est un produit donc, qui a normalement 15 mois. Pour une espèce cultivée, c'est l'âge normal, c'est l'âge commercial et il n'y a pas d'intérêt économique pour eux de garder cette Saint-Jacques plus longtemps que ça. Elle a fait son cycle final. Privilège de l'importateur, Norbert est le premier à goûter la récolte. Ouais, c'est super bon. Elle a ce petit côté sucré que n'ont pas d'autres espèces. Une saveur sucrée. Voilà. Pour la conserver, il faut conditionner la coquille au plus vite. L'usine de transformation se trouve à moins de 10 minutes de la baie. Et là encore, vous allez voir, tout a été pensé. Rentabilité maximum. Sur ces lignes, 200 ouvriers sont à l'œuvre. Leur travail, détacher la noix en un temps record. Les meilleurs le font en moins de 5 secondes. Et si les ouvriers sont aussi rapides, c'est qu'ils ont une bonne raison. Ceux qui sont plus rapides gagnent plus d'argent que ceux qui le sont moins, que les apprentis. Ils sont payés au poids, décortiqués. Donc ils ont un numéro, un code barre. Donc tout ça c'est codifié. Quand elle passe son panier, on va biper son numéro et on va cumuler le poids de son panier au panier précédent. Et elle sera payée en fonction de son rendement. Pourtant, même les plus rapides ne gagneront pas plus de 190 € par mois. Le salaire minimum péruvien. Lavés et triés en fonction de leur taille,
les pétoncles passent aussitôt dans le tunnel de surgélation. Moins de 5 heures après leur sortie de l'eau, les noix sont pesées, calibrées et emballées dans des sachets à la marque du client. Et on les emballe pour une chaîne de supermarchés en France, voilà. C'est la même coquille pour tout le monde. Oui, tout le monde a le même produit, qui suit la même ligne, qui suit les mêmes normes d'hygiène. Ces pétoncles, achetés par Norbert, nous seront vendus aussi bien dans des grandes surfaces que dans des épiceries fines. Et pas au même prix. Aux alentours de 23 € le kilo en supermarché pour du surgelé. Contre 38 € dans certaines épiceries fines pour exactement le même produit. Mais les pétoncles de Norbert, nous les retrouvons la plupart du temps sous forme de noix dans des plats cuisinés à moins de 10 € en supermarché. Aucune marque n'a accepté de nous ouvrir ses usines de transformation. Nous sommes donc allés au Mans, chez Olivier Pichot. Dans son laboratoire, cet ancien chef étoilé a mis ses compétences au service de l'industrie agroalimentaire. Sa mission, concocter des recettes au prix de revient le plus bas possible. Le basique de la coquille, c'est ça. Ce qu'ils ont le plus. Superwoman Michu, voilà ce qu'elle achète, quoi. Elle achète celle-ci. Selon lui, une astuce très répandue est d'utiliser une vraie coquille Saint-Jacques pour la garnir avec des noix de pétoncle beaucoup plus petites. Mais là, on est sur un petit gabarit, hein, puisque on voit bien que la localité où se trouve la Saint-Jacques n'est pas très grande, quoi. Ce n'est pas du tout la coquille qui correspond à la Saint-Jacques, puisqu'elle ferait du crawl dedans, sur le dos. Olivier Pichot a accepté de nous expliquer comment réaliser un plat cuisiné vendu 4 ou 5 € en grande surface à un prix de revient imbattable. Je pars sur la recette la plus économique, hein. Donc, pour faire une coquille classique à la bretonne. Évidemment, je travaille sur une Saint-Jacques qui est d'origine argentine. Une pétoncle d'Argentine, encore moins chère que la péruvienne. Deuxième objectif, toujours économique, c'est de mettre temps pour temps. C'est-à-dire on a autant de légumes que de Saint-Jacques. Beaucoup de légumes, et pour la sauce béchamel, une poudre qui réduit considérablement les temps de cuisson. Il suffit d'y ajouter de l'eau et un peu de vin. On est un tiers, donc on va être sur un produit qui va être en dessous de l'euro la portion. C'est selon cette méthode que serait mitonnée la majorité des plats cuisinés vendus en grande surface. Exemple avec cet étuvée de Saint-Jacques aux petits légumes et riz basmati. Selon lui, on est loin de la coquille servie dans les grands restaurants. Il y a 50 grammes de protéines et il y a 100 grammes de sauce. Donc on joue sur la quantité de sauce par rapport à la quantité de protéines, quoi. Donc, sans faire de jeu de mots, on noie le poisson, quoi. On noie la Saint-Jacques. Les cahiers des charges qui nous sont imposés en termes de coûts matières premières, on est sur une recette qui ne doit pas dépasser 80 cents, 1,20 de la portion. À ce prix-là, le consommateur a droit à 5-6 pétoncles par portion. Si Olivier voulait réaliser le même plat, au même coût, avec de la Saint-Jacques de Bretagne, il ne pourrait en mettre qu'une. 3 petits champignons qui vont bien. Et voilà ce que ça comporte, quoi. Je mets qu'une seule Saint-Jacques. Ma petite sauce, mes légumes, je suis déjà à 1 €. Ben voilà, est-ce que Madame Michu, demain, est prête à acheter une petite Saint-Jacques digne de ce nom, mais par contre, elle n'en aura qu'une seule. Grâce à la pétoncle du bout du monde, un grand nombre de consommateurs peut s'offrir un peu de rêve à moindre frais. Et parfois, vous allez voir que pour vendre certains plats à prix discount, les industriels vont encore plus loin que simplement prendre les ingrédients les moins chers. Ils n'hésitent pas à radicalement changer la recette traditionnelle. C'est le cas pour un produit a priori bien de chez nous, le boudin blanc. Avec la dinde et le foie gras, le boudin est le mets le plus consommé pendant les fêtes. Les charcutiers le proposent aux morilles, truffé ou même alcoolisé. Mais malgré ses fantaisies, la star de Noël reste l'indétrônable boudin blanc nature. Charcutiers et grandes surfaces se disputent ce marché. On en trouve à tous les prix. 35 € le kilo, 17 € et voire même dans certains cas, 2 € la barquette de 3 boudins pour les moins chers.
Comment expliquer un tel écart de prix? Quels sont donc les secrets de fabrication du lingot blanc de nos fêtes? Au cours de notre reportage, nous avons découvert que ce typique produit du terroir pouvait contenir les ingrédients les plus étonnants et pas forcément les plus appétissants. Notre enquête commence au cœur des Ardennes, à Rethel, dans la capitale du boudin blanc. Au XVIIe siècle, c'est ici qu'il a été inventé et chez les charcutiers du coin, on se transmet la recette de génération en génération. Cette boutique du centre-ville perpétue la renommée. Oui. Certains amateurs sont prêts à traverser la France pour s'offrir le fameux boudin traditionnel. Traditionnel, oui. Moi, j'habite à 450 km. Donc j'habite dans l'Ain. Et je peux vous dire que dans l'Ain, ils ne savent pas faire le boudin blanc. Donc voilà, j'en ramène toujours un petit peu. Vendu ici à 12,25 € le kilo, le boudin blanc représente 80% des ventes pour Françoise, la femme du charcutier. Et elle n'a pas besoin d'assurer la publicité, les clients s'en chargent. On essaye de le faire goûter un peu partout où on va en vacances. Ça, c'est les bien. gens commencent à le connaître un petit peu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Au lieu de porter une fleur, on porte du boudin blanc. Tout à fait. Pour satisfaire la demande, Françoise et Guy se sont convertis à la vente par correspondance. À quelques jours de Noël, les commandes affluent de toute la France. Là, ça part dans le Jura, aux Rousses. Allez, il va y retrouver la neige. C'est bon. Leur boudin est un succès national. Et c'est surtout grâce à sa recette. Le lendemain matin, avant l'ouverture de la charcuterie, nous retrouvons Guy dans son laboratoire. La petite entreprise familiale a bien grossi. Il est 5h30, lors d'une livraison très attendue. Allez, on y va. Le camion débarque plus de 500 tonnes de poitrine de porc. C'est l'ingrédient essentiel du boudin blanc. Guy en met 63% dans sa recette, exactement. Mais cette matière première lui coûte très cher. Et ça ne s'arrête pas là, car le charcutier fait aussi appel à des bouchers pour découper le gras superflu, une étape primordiale pour la qualité. Bon, tous les gras, tout ce qui est un peu trop gras pour le goût, voilà, ça c'est pas du gras qui rentre dans la composition du boudin, donc il est éliminé. Et ça se ressentirait tout de suite pour le consommateur? Oui, ça sort un goût pâteux, quoi. Voilà, ça collerait aux dents, quoi. Ça colle au palais quand on a trop de gras comme ça. Hein. Voilà, et ça donc coûte plus cher du coup d'enlever tout ce gras en fait? Rien que la manipulation de faire ça, voilà, il y a 3 personnes qui sont à temps plein là-dessus. Une fois découpée, la viande fraîche part pour le hachoir, où elle va être assaisonnée. Voilà. Donc, premier ingrédient, la viande. Voilà. Poivre blanc, poivre gris, l'échalote. Voilà. Donc on va donner un premier tour de hachage. À part le sel qui a été réduit, la recette de Guy est identique à celle des grands-parents de son épouse qui ont ouvert la charcuterie il y a 75 ans. Uniquement des produits frais, des œufs à hauteur de 13% et du lait à hauteur de 22%. Et tout est calibré, y compris le nombre de tours dans le hachoir. Un de plus ou un de moins, et la matière perdrait la consistance recherchée. À l'arrivée, une farce que Guy espère unique. Il y a donc 50 kg de chair à boudin blanc qui va être mis dans les poussoirs. Dernière étape, la farce est envoyée dans ce poussoir qui va façonner chaque boudin. À l'extrémité de la machine, des boyaux de porc pour envelopper la chair. La charcuterie est enfin plongée dans un bain d'eau à 75 degrés exactement pour cuire le boudin sans faire éclater le boyau. Au final, Guy dépense 6 € par kilo, rien qu'en matière première. Ces boudins sont vendus près de 12 € le kilo dans sa charcuterie, mais aussi en grande surface. Guy en écoule près de 700 tonnes chaque année sous une marque de distributeur. Mais dans les rayons, le boudin de Rethel est concurrencé par d'autres boudins blancs. À 8 € le kilo, ou même un peu moins de 6 €, c'est-à-dire moitié prix. Mais alors, quel est le secret du fabricant de ce boudin à prix cassé? Pour le découvrir, direction la Sarthe.
un boudin blanc sur 8 consommé en France est fabriqué dans cette usine. Le leader français a accepté de nous livrer sa recette pour obtenir un coût de fabrication minimum. Thierry est le responsable produit. Son obsession, trouver les ingrédients les plus rentables. Ça, c'est pour le premier prix, ça. C'est pour le standard, ça. Pour obtenir le boudin le moins cher du marché, Thierry a d'abord fait des économies sur le budget le plus important, la viande. Souvenez-vous, dans la charcuterie de Rethel, le fabricant utilisait un seul bac de poitrine fraîche, la partie noble du porc. Thierry, lui, utilise du porc congelé et il est moins regardant sur la sélection des morceaux. Là, on est sur du maigre 1. C'est du maigre 1 de porc. Donc, en fin de compte, le maigre 1, c'est soit issu d'échine, d'épaule, de parage de jambon. Et dans ce deuxième bac, il y a encore moins cher. Ici, vous avez de la volaille. Donc là, c'est de la dinde. Pourquoi mettre de la volaille dans le boudin blanc? Parce que la volaille a quand même un côté maigre. Et en plus, ça nous permet, c'est une viande blanche. Donc qui dit le boudin blanc, ça nous aide en couleur. Ça nous permet d'avoir une couleur encore plus blanche. Blanche, mais surtout 15% moins cher que le porc. Et Thierry a trouvé un autre ingrédient, encore plus rentable. Ensuite, on met du gras, on met un peu de gras aussi. Le gras, il est là, il est broyé. Le gras représente à peu près 20%. En réalité, il y a plus que 20% de gras dans ce boudin. Car une fois le gras des 3 bacs réunis, la chair contient presque autant de gras que de maigre. Mais le leader du boudin n'a pas réduit les coûts uniquement sur la viande. Pour les autres ingrédients, il a pris quelques libertés avec la recette originale. Le lait frais utilisé à Rethel a été remplacé par de l'eau. On met de l'eau, donc on appuie sur Run, on est obligé de mettre de l'eau parce qu'on ne met pas de lait. Thierry ne met que des protéines de lait. Pour lui, de l'eau à la place du lait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. En fin de compte, on dit de l'eau, mais c'est du lait. Parce qu'en fin de compte, comme on a de la poudre de lait, en fin de compte, l'eau se transforme en lait, si vous voulez. Pas de véritable lait et pas d'œuf non plus. Le problème, c'est que l'œuf apporte du liant et solidifie la préparation. Avec 25% d'eau, ces boudins ont toutes les chances de se transformer en bouillie. Alors là encore, Thierry a dû trouver une solution. Il intègre cette poudre qui contient de l'amidon, des protéines de lait, mais aussi des phosphates, un additif alimentaire qui lie les ingrédients entre eux. Les phosphates, en fin de compte, ils ont un pouvoir de rétention d'eau. Hein. C'est juste, les phosphates permettent d'ouvrir les cellules de la viande qui permet après de prendre de l'eau, d'absorber l'eau. Au final, d'après nos calculs, en économisant sur la viande, le lait et les œufs, l'industriel réduirait ses coûts de production de 80% par rapport au boudin de Rethel. Mais ce n'est pas tout. L'industriel réalise aussi des économies sur les boyaux utilisés pour envelopper les boudins. Cela peut paraître anecdotique, mais chaque centime gagné sur des tonnes de boyaux a une répercussion immédiate sur le prix de vente. Mais d'où viennent ces boyaux ? Dans nos charcuteries, un certain flou règne quant à leur provenance. Des boyaux ? Ouais. Ah, je peux pas vous dire d'où ils viennent, hein, exactement. Hein. C'est les boyaux de porc qui sont traités à Rungis ou dans les abattoirs. Et les boyaux, ils sont quoi? C'est français, hein. C'est direct, direct des abattoirs. Merci. Alors madame, cette personne? Nous, c'est du boyau chinois, quoi. Catégorie chinois, mais ça reste du boyau de porc. Chinois, c'est simplement l'appellation. Chinois, mais pas de Chine. Français, en direct de Rungis ou des abattoirs. Manifestement, les bouchers charcutiers ne se sont jamais intéressés de près à l'origine de cette fameuse enveloppe. Nous nous sommes donc rendus dans une boyauderie, à une centaine de kilomètres de Paris. Ici, on travaille le boyau depuis un siècle. Ce qui sert à envelopper un boudin ou une saucisse, ce sont en fait des intestins de porc, soigneusement lavés et calibrés. On a soufflé dedans et puis ça l'a gonflé, comme n'importe quelle enveloppe. Et voilà. Et ça vous donne l'aspect du produit fini. Très résistante, c'est cette membrane qui donne la tenue au boudin. Il faut vraiment appuyer dessus pour que ça classe.
Mais choisir le bon boyau, ça coûte cher. En fonction de leur taille, ils envelopperont des saucisses de Francfort ou des boudins. Voilà, ça c'est une opération de calibrage. Donc vous voyez, on ne les souffle pas, mais on met de l'eau dedans. Donc elle a une réglette sur la table qui nous permet de voir la grosseur du boyau. Un boyau de porc, ça fait environ 15 à 20 mètres de long. Pour les conserver, il faut les saler. Et ce procédé de fabrication coûte extrêmement cher et demande beaucoup de main-d'œuvre. Du coup, il ne concerne plus qu'un quart de l'activité dans cette entreprise. Aujourd'hui, les boyaux n'ont pas échappé à la mondialisation et arrivent directement de l'étranger. Ça, c'est de la marchandise qu'on vient de recevoir. Et on la contrôle pour voir si le boyau est solide, s'il est résistant, s'il n'a pas de trou. Ceux-là, ils viennent de Pologne. Mais ce sont des boyaux irlandais. Des boyaux de porc irlandais traités en Pologne, à destination de charcuterie française. C'est l'un des circuits classiques de cette matière première. Mais le plus souvent, ceux destinés au boudin blanc arrivent de bien plus loin que l'Europe. Bien. Chine. Chine. Tout ça, c'est des boyaux de porc chinois, tout ça. Tout ça, c'en est. 3/4 des boyaux proviennent de Chine. Ils sont 5 fois moins chers que le boyau français. Regardez, je vais vous en montrer un. Vous allez voir qu'ils sont tous pareils. Voilà. Un peu plus costaud, oui, mais d'aspect extérieur, c'est exactement les mêmes. Hein. Mais sous la dent... Un peu plus résistant, disons. Un peu plus résistant. Vous n'avez jamais eu aucun souci avec ces boyaux qui arrivent de si loin? Ah non, je touche du bois. Il n'y a plus de bois ici, c'est interdit, mais non, il n'y a pas eu de... On n'a pas eu de problème particulier avec ça. Ces boyaux étrangers, la France en importe 700 tonnes chaque année et ils sont étroitement contrôlés. Les vétérinaires français et la douane exigent des certificats des autorités des pays d'exportation, notamment de Chine. Car il y a 10 ans, plusieurs lots chinois destinés à une autre boyauderie ont dû être détruits par les autorités françaises. Des centaines de kilos de boyaux contenaient des résidus de furazolidone, un antibiotique autorisé en Chine, mais interdit en Europe. Depuis, aucun problème n'a été détecté et signalé. Grâce à ces boyaux moins chers venus de l'étranger, mais surtout grâce à une recette bien différente, les industriels peuvent vendre un boudin blanc jusqu'à 3 fois moins cher que celui de Rethel. Mais lorsqu'il s'agit de le déguster, y a-t-il une différence dans notre assiette entre le boudin traditionnel et le boudin à prix cassé? Pour le savoir, nous avons apporté 3 boudins de prix différents à un champion de France du boudin blanc, le chef Alexis Blanchard. Il va les soumettre au test de ses fourneaux et de son palais. Et d'entrée de jeu, le chef a repéré un détail qui lui déplaît sur le boudin le moins cher. On voit qu'il a perdu beaucoup d'eau. C'est pas très bon signe parce que bon, c'est de l'eau, c'est pas de la viande. En revanche, le boudin de Rethel semble conserver sa tenue. Là, il se tient très bien, très jolie couleur. À l'épreuve de la poêle. Très joli boudin. Voilà, c'est plus appétissant que celui-là. À côté, le boudin low cost donc on voit, il ne tient pas du tout. Ne tient pas la comparaison. On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de chair. Quoi. Après 5 minutes de cuisson, la différence est encore plus flagrante selon le cuisinier. Vous voyez, pas mal. On voit qu'il y a de la chair, on voit qu'il y a de la viande. Oui, là encore, celui qui s'est déformé dans la poêle ne tient pas le choc. Et celui-là, bon, on voit qu'il ne se tient pas du tout, ça fait plus rillette. Vous voyez, il brille, donc vous voyez, on voit l'eau. On voit que ça s'éparpille dans la bouche, c'est gras, c'est l'impression de manger un petit peu de pain mouillé. Donc, c'est vraiment... Boudin discount, Saint-Jacques du bout du monde. Les industriels cassent les prix sur les produits les plus populaires. Mais aujourd'hui, ils s'attaquent aussi à un marché jusqu'alors épargné par le low cost, celui du luxe. Et vous allez voir que certains petits malins ont réussi à faire baisser les prix dans le secteur du haut de gamme, au prix parfois d'une véritable révolution. Le caviar, symbole du luxe, du raffinement et de la richesse.
Révélé à la table des tsars de Russie, seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir ce produit d'exception. Des œufs d'esturgeon subtilement salés, dont la boîte se vend entre 1200 et 9000 € le kilo. Réservé à une poignée d'initiés, ce caviar est longtemps resté un rêve inaccessible pour la plupart d'entre nous, vendu uniquement dans les salles de dégustation feutrées de quelques boutiques très confidentielles. Pourtant aujourd'hui, quelques industriels ont décidé de faire sauter le couvercle et d'appliquer les règles du low cost au caviar. Une révolution menée principalement sur Internet où ce produit de luxe s'affiche désormais en promotion à 30% et même 50% moins cher. Et voilà, ça c'est l'ossiade. L'assiette, ouais. Quelles sont donc les méthodes de ceux qui proposent du caviar à prix cassé? Des petits malins sont-ils prêts à tout pour réaliser de gros profits? Entre bons plans et arnaques, plongez dans le business très juteux de ce nouvel or noir. Paris, dans le 8e arrondissement. Dans ce quartier chic de la capitale, des épiceries fines et des enseignes de luxe concentrées autour de la place de la Madeleine. Parmi elles, une marque historique renommée pour son caviar. Le directeur de cette illustre maison, Alexandre Fauché, a accepté de nous ouvrir les portes de ce monde à part. En arrière-boutique, voici sa fierté, une chambre de dégustation, d'ordinaire réservée à quelques initiés. Dans ces coupelles en argent, ils peuvent y savourer 5 caviars prestigieux, dont le petit bijou de la marque. C'est un caviar très rare, ça représente que 2 à 3% de notre production. On peut voir vraiment la différence de taille et de couleur par rapport aux autres sélections. Plus les œufs sont gros et de couleur claire, plus le prix est élevé. Tous sont des bijoux, bien évidemment, mais c'est vraiment la rareté, c'est le diamant de notre sélection. Et ce diamant est vendu à prix d'or, 6 500 € le kilo. Pourtant, à l'approche des fêtes, les clients ne manquent pas. Bonsoir madame. Madame, bonsoir. Bon, je voudrais acheter un peu de caviar pour dîner. Très bien. Pour mes amis japonais. Miyako est une femme d'affaires japonaise qui vit depuis 10 ans en France. Elle doit réveillonner avec des amis asiatiques 250 grammes. Et pour eux, elle veut le meilleur. Voilà, donc on va vous proposer 250 grammes de Paris et 250 grammes de Saint-James. Ça vous convient? Oui. Je vous apporte ça dessus. Et mes amis surtout, il y a des amis très, très amateurs. Oui. Donc comme il vient, donc je dois faire très attention. Je choisis la meilleure et puis surtout française. Miyako a craqué sur 2 boîtes de 250 grammes. Un caviar frais et très fragile. Alors les conditions de transport sont très strictes. Pochette isotherme et pack de glace. Au final, Miyako repart avec 500 grammes, montant de la facture, 1200 €. Merci, à bientôt, madame. Au revoir madame. Mais pourquoi ces œufs de poisson coûtent-ils si cher? Pour le découvrir, direction Montpont-Ménestérol en Dordogne. C'est ici, dans cette immense pisciculture, que la marque fabrique son caviar. Dans ces bassins, 200 000 esturgeons de l'espèce Baeri, un must pour les connaisseurs. Exactement les mêmes que ces esturgeons que l'on pêchait en Iran et en Russie, des pays qui ont eu pendant des siècles le monopole de la production de caviar dans le monde. À l'époque, l'esturgeon était sauvage. Mais aujourd'hui, il est en voie de disparition. Alors tout commence dans ces bassins d'élevage. Ce matin, c'est jour de pêche. Et pour Thomas Lipinski, à gauche, c'est une opération à haut risque. Car pour obtenir du caviar de qualité, il a dû veiller au quotidien sur ses femelles esturgeons pendant 6 ans. Ce sont des poissons qui sont nés en 2006 et donc vous voyez, quelques années plus tard, les poissons donc, ont bien grossi puisque là on est sur un poids moyen d'animaux qui oscille entre 5 kg, 5 kg et demi. Donc là ils sont vraiment très bons pour faire du caviar. Pour s'assurer de la taille des œufs et observer l'intérieur du ventre des femelles, Thomas utilise une technique étonnante. On va pratiquer donc une échographie. Donc là ce qui va nous intéresser, c'est de regarder donc sous la peau. Donc la peau elle est symbolisée par le trait que vous voyez tout à fait en haut à l'image de l'écran là. Donc ça c'est la peau et là on est sous la peau donc on est dans la gonade. Et donc là on s'aperçoit quoi? On voit plein de petits pointillés, en fait c'est ce qui représente les œufs. En véritable chirurgien,
Thomas va même pratiquer une biopsie sur chaque femelle. Donc la tête, toujours pareil, vers là-bas. Alors, donc là, on va voir ce que ça donne. Tac. Donc là, on a pratiqué un trou dans l'abdomen du poisson. Avec une canule, eh bien, on va rentrer dans le ventre du poisson. Et là, on va avoir de suite donc l'aspect visuel qu'on n'a pas finalement à l'échographie. Donc là, pour mesurer les œufs, le caviar doit faire à peu près 2,4 mm. Ça, c'est la taille requise, c'est la taille minimale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en dessous de 2,4, le caviar n'est pas bon. Et au-dessus de 2,4, donc, il est bon. Donc pour faire 2,4 mm, comme je n'ai pas un pied à coulisse réglé au millimètre, on va mettre 10 œufs côte à côte. Donc là, je regarde au cas où, 2, 4, 6, 8, 10 œufs. Et là, nous sommes à 2,6. Donc là, on pouvait voir déjà aspect visuel, qu'on était sur un caviar assez gros. Donc 2,6, on peut dire que c'est caviar. Donc là, le poisson, on va refermer donc la plaie avec un petit peu de désinfectant. Donc la plaie qu'on a occasionnée. Et ce poisson donc, pourra partir dans la série pour l'abattage. Si Thomas prend autant de précautions, c'est qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Pour extraire les œufs, il faut tuer la femelle. Et chacune d'entre elles représente une petite fortune. Environ 800 grammes d'œufs. Un esturgeon tué trop tôt, c'est 6 ans de travail pour rien et environ 2500 € de pertes sèches. Ce matin, 150 femelles fraîchement abattues vont passer entre les mains de Laurent Sabot, le directeur du laboratoire, et son collègue Aurélien, chargé d'extraire l'or noir. C'est lui le premier qui ouvre et qui voit la qualité des œufs. D'ailleurs, le matin, quand j'arrive, en général, la première chose que je lui demande, c'est est-ce que ce matin, c'est bien? Et ce matin, on était là, ah oui, on a une bonne qualité d'œufs, donc on était contents. Voici les fameux œufs qui seront bientôt vendus plusieurs milliers d'euros le kilo. Le poisson, lui, sera exporté en filet vers la Russie. C'est l'heure du premier tri, car si tous les esturgeons sont nourris de la même façon, certaines caractéristiques génétiques font que leurs œufs ne sont pas tous de la même couleur. Les œufs clairs sont les plus rares et par conséquent les plus prisés des connaisseurs. Ici, vous voyez, on voit très bien donc une tradition très sombre et un héritage très clair, d'où la différence que vous avez qui est très très importante. On va avoir plus souvent du caviar sombre que nous aurons du caviar clair. Ensuite, la différence que nous avons gustativement, c'est qu'en général, les clairs sont un petit peu plus onctueux, parce qu'ils sont un tout petit peu plus gras. Voilà. Donc c'est ça qui fait la différence au niveau du goût, alors qu'ici, on va avoir du caviar beaucoup plus ferme. Et ce jour-là, la pêche est particulièrement fructueuse. Là, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un lot des plus exceptionnels qu'on ait eu même depuis le début de la saison. J'ai peut-être eu de cette qualité-là 3 ou 4 lots, un point c'est tout. Donc voilà. Et en termes de prix, on est d'accord? Ah mais ça c'est bien sûr notre très haut de gamme et c'est le caviar qui va être vendu le plus cher. Dans ce récipient, l'équivalent de 6 mois de salaire au SMIC. Le caviar le plus prestigieux de la marque est revendu en boutique 6 500 € le kilo. 4 fois plus que les œufs les plus sombres, vendus quand même 1 500 € le kilo. Ce qui justifie de tels tarifs, c'est la rareté de la matière première bien sûr, mais aussi le savoir-faire acquis par Laurent et ses employés. Une série de manipulations précises qu'il faut réaliser au plus vite. Si on le laissait un quart d'heure, 20 minutes, les œufs finiraient par pomper de l'eau et donc on gagnerait peut-être du poids, mais pas de la qualité. Mais tout le secret du goût réside dans le salage. Utilisé comme conservateur, le sel doit être dosé au gramme près. C'est à cela qu'on juge la qualité d'un caviar. Ici, tout repose donc sur l'expérience de Valérie. Là, on va prendre le mélange spécial pour l'héritage qui est préparé à l'avance. Chaque catégorie de caviar a son sel attitré. On utilise uniquement des sels très très purs, d'une granulométrie très fine et des sels de mine, surtout pas de sel de mer. Parce que le sel de mer, en général, a des cristaux beaucoup trop agressifs. Et ça abîme les œufs quand on sale. Et ça fait exploser les œufs. Vous voyez que ça commence à changer de texture. Ce n'est qu'une fois les œufs salés et égouttés que Valérie va pouvoir apprécier leur qualité. Et maintenant, là, j'attaque la partie la plus dure de mon travail. C'est-à-dire qu'il va falloir que je goûte le lot. Parce que je goûte tous les lots pour être bien sûr qu'il n'y ait justement aucun problème de goût parasite. En puriste, Valérie déguste son caviar entre le pouce et l'index, comme le faisaient les premiers pêcheurs iraniens. Verdict? Comme c'est un caviar qui est
plus clair. En général, il est plus onctueux, plus une sensation de beurre, vous voyez, dans la bouche, un peu. Voilà, donc c'est vraiment très bon. Dernière étape, le conditionnement. Les boîtes sont pressées délicatement. Un excédent d'eau et de sel modifierait le goût du caviar. Ce jour-là, pour fabriquer 84 kilos d'or noir, il a fallu le savoir-faire d'une vingtaine d'employés et une sacrée patience. 6 années de soins quotidiens au chevet des femelles. En France, il n'existe que 7 élevages comme celui-ci, de quoi justifier des coûts élevés. Pourtant, aujourd'hui, des petits malins ont déclaré la guerre des prix aux vieilles maisons du caviar. Une bataille qui fait rage sur Internet, où certains sites commerçants proposent du caviar 30% moins cher que dans les boutiques de luxe. Nous avons comparé plusieurs offres pour un caviar d'entrée de gamme de l'espèce Baéry. Chez Prunier, les 30 grammes sont vendus 52 €. Sur cet autre site, ils sont proposés à 45 € et seulement 39 € chez ce commerçant du net. L'homme qui propose ce premier prix, c'est lui, Paul Ferrel. Je crois que vous êtes un amateur de caviar, je crois ça. Oui, absolument. Donc, on va vous faire déguster des choses que vous allez. Oui, ah bon. En quelques années, il s'est imposé comme le leader des ventes de caviar en ligne. Ce soir, Paul Ferrel organise une soirée dégustation pour lancer le dernier né de sa gamme de caviar discount. Parmi les invités, des chefs cuisiniers, des personnalités des médias, mais aussi des critiques gastronomiques, comme Maria. Je pense pas que tu le connaisses celui-là. Non, je ne le connais pas. Alors, il est ambre gris, il a des reflets dorés. Comment vous le trouvez? Il n'est pas du tout salé. Hein. Il est frais. La deuxième cuillère. L'entrepreneur semble sûr de sa qualité et surtout sûr de la surprise que son effet d'annonce va provoquer. Eh bien, vous venez de goûter un caviar de Chine. Actuellement, la Chine fabrique, pour moi, produit, pas fabrique, le meilleur caviar du monde. La Chine, un pays sans aucune culture du caviar, qui est pourtant en passe de devenir un des pays producteurs les plus importants, grâce à des hommes d'affaires comme Paul Ferrel, qui ont senti le bon filon. À quelques semaines des fêtes, nous l'accompagnons vers une destination étonnante, où il part s'approvisionner régulièrement. La Belgique. Ici, pas de pisciculture, mais un simple entrepôt. Chaque semaine, c'est une livraison très particulière qu'attend la patronne du site, Aria Razavi, d'origine iranienne. C'est elle qui a eu l'idée d'importer en gros le caviar Made in China en Europe. On a la chance que ça arrive ici en journée parce que dans la soirée, c'est encore plus compliqué. On n'aime pas trop recevoir. À partir du moment où il devient un peu plus noir. Écoutez, c'est toujours des produits qui sont fort cambriolés. Vous voyez bien, on est attaqué. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, on y va, on ne doit pas trop traîner. Ça correspond à combien en termes d'argent? Facilement 1 million d'euros quand même. Hein. Pas loin d'1 million. 800 kilos de caviar qui ont voyagé par avion depuis la région de Hangzhou, à 200 km de Shanghai. Hein, Monsieur Ferrel, allez-y, l'honneur à vous. Choisissez une boîte. C'est extraordinaire. Avant de passer commande, Paul Ferrel tient à vérifier la qualité. Pour cela, il compte sur les papilles d'un spécialiste iranien. C'est lui qui est chargé de sélectionner les œufs qui seront vendus sur le site de Paul Ferrel. Depuis 17 ans, Monsieur Razavi parcourt le monde pour dénicher les meilleurs élevages d'esturgeons et au meilleur prix. Dans ces boîtes, du caviar qui provient d'un nouveau fournisseur chinois. Va-t-il soutenir la comparaison avec le caviar haut de gamme made in France? Gros grain, hein? Un grain déjà d'une majesté incroyable. Ce caviar sort du ventre des mêmes esturgeons que ceux élevés en France, des Baéry. La famille Razavi s'est contentée de transmettre la recette ancestrale aux producteurs chinois. Ici, on avait reçu un échantillon de leur caviar. Et quand on a vu ici les grains de caviar qu'on avait bien réceptionnés, c'était magnifique, mais ce n'était pas du tout à la hauteur. Alors, mon mari avait dit que c'est magnifique caviar, mais il n'est pas bien préparé. Et on a demandé l'autorisation de cette firme d'envoyer nos spécialistes qui est parti avec mon mari sur place pour préparation. Mais alors, une fois qu'on a préparé ceci, nous-mêmes, regardez qu'est-ce que ça a donné.
Mmh. Wow. Regardez les grains. Vous voyez, ça parle. Résultat, un produit fini beaucoup moins cher que le caviar français, car fabriqué par une main-d'œuvre bien meilleur marché. Alors? Bon. Paul Ferrel peut savourer sa réussite. Même 30% moins cher sur Internet, son caviar chinois lui permettra de réaliser 20% de marge sur chaque vente. Très bon, s'il vous plaît. Il est très doux. C'est beaucoup moins que dans les grandes maisons de la place de la Madeleine, mais pour le discounter, cela annonce une vraie révolution. Il est très important pour nous de le faire à un prix très abordable, évidemment compétitif, ça évidemment c'est sûr. Certainement. Donc il est évident que je me dérange un petit peu dans l'univers du monde de la vente de caviar, mais bon, nous préférons le faire à un prix qui est vraiment un prix plancher, pour qu'il soit consommé et qu'il soit accessible au maximum de gens. Pour proposer des prix parmi les plus bas du marché, Paul Ferrel économise sur la matière, mais pas seulement. Il a choisi de ne pas ouvrir de boutique très coûteuse en loyer et en personnel. Il ne vend que sur Internet. Chaque commande passée sur son site est transférée directement à l'usine belge. Monsieur et Madame Razavi s'occupent de tout. Conditionnement, étiquetage et expédition. Comme ces 2 boîtes de 100 grammes de caviar chinois qui seront livrées à domicile dans 24 heures. Mais si ce caviar chinois semble conquérir de plus en plus de consommateurs, comment est-il apprécié par les connaisseurs, et notamment par les grands chefs cuisiniers? Retour dans la soirée organisée par Paul Ferrel quelques jours auparavant. Ce soir-là, parmi les invités, Jérôme Brochot, un chef étoilé. Oui, excellent. C'est exceptionnel. Je suis en train de réfléchir pour mes plats de fête de fin d'année. J'accommoderais bien avec une Saint-Jacques marinée, avec une belle quenelle de caviar, plat froid comme ça. Il est sous le charme et il n'est pas le seul. Le caviar chinois a déjà été adopté par des grands chefs comme Trois Gros et Ducasse. Mais vous allez le voir sur Internet, il est possible de trouver encore moins cher que le caviar chinois. Comme ce caviar de Russie proposé sur des sites de vente aux enchères à des prix incroyables. 15 € pour 2 boîtes de 100 grammes, 49 € pour 3 boîtes, et même des prix de départ à seulement 3 € sur ce site d'enchères en ligne. Des prix si bas qu'ils ont attiré l'attention de la direction de la répression des fraudes, en particulier de Christian, un cyber-enquêteur. En remontant la piste de certains caviars vendus par Internet, il a découvert des filières plus qu'étonnantes. Tout est parti de cette annonce suspecte. 1 euro pour du caviar mal au sol. C'est essentiellement ce qui nous fait tilter, quoi. Après plusieurs semaines d'enquête, Christian a découvert qui se cachait derrière cette annonce. Oui. Un jeune homme qui aurait déjà écoulé plus de 4 000 € de soi-disant caviar. L'enquêteur l'a convoqué pour en savoir plus. Vas-y, asseyez-vous. Nous suivons l'entretien en caméra cachée. Vous avez apporté ce que je vous avais demandé? Je vous ai apporté tout ce que j'avais. Christian récupère la marchandise et l'interroge sur le nombre de ventes réalisées. Vous n'avez aucune idée? Non, faut regarder mes mails et tout. C'est pas... L'enquêteur lui rafraîchit la mémoire. Le tout pour 4 052 €. Combien? 4 052 €. De vente de caviar? Oui. Le jeune homme fait mine d'être surpris. Oui. En vendu. J'ai vendu par 6 et par 5 là, je sais même plus quand la dernière fois. D'accord. Et mais généralement par 2, parce que par 2, ça se vendait bien. Donc ça vient directement de Russie. Hein. Le jeune homme prétend être tombé sur une bonne occasion pour arrondir ses fins de mois. Je l'ai fait parce que oui, j'étais au chômage, mais c'était vraiment... Puis vous faire un peu d'argent. La facilité par Internet. Les boîtes de caviar sont aussitôt mises sous scellé, car Christian veut absolument savoir ce qu'elles contiennent vraiment. Pour le découvrir, tous les caviars saisis au cours des enquêtes des agents des fraudes sont transmis ici, au laboratoire d'analyse scientifique de Marseille. Ce matin, le patron du labo doit faire parler plusieurs échantillons.
Il va commencer par se saisir dans une autre affaire de caviar suspect. Alors, ça c'est l'échantillon de ce matin, et ça c'est le caviar de référence. Les scientifiques disposent toujours de vrais caviars pour comparer. Ils commencent par observer l'échantillon suspect à l'aide d'un microscope relié à un écran. La première chose qu'on observe, c'est qu'on a affaire à des structures homogènes, des petites billes toutes de la même taille, avec une couleur homogène. Donc ça, c'est quelque chose qui est en première approche compatible avec des œufs de poisson. Il nous reste maintenant à comparer ce qu'on voit avec notre échantillon de référence de caviar. Au premier aspect, les œufs sont très différents. En effet, les grains du caviar sont transparents de couleur grise et bosselés en surface. Dans l'échantillon suspect, des grains de couleur noire, lisses et opaques. Mais de quoi s'agit-il? Seul un examen approfondi au microscope peut le révéler. On est à un fort grossissement et on peut voir quelque chose d'extrêmement caractéristique qui est la membrane. Et donc là, on confirme bien que c'est un œuf de poisson. Il nous reste maintenant à savoir quel type d'œuf de poisson c'est. Pour découvrir l'origine exacte de ces œufs, le scientifique va commencer par en extraire les protéines. C'est un peu l'ADN des œufs de poisson. Puis il va comparer l'empreinte génétique ainsi recueillie à celle d'autres espèces. Après plusieurs manipulations, et 2 heures plus tard, le verdict des scientifiques est sans appel. Et donc on peut conclure que ce n'est pas du caviar. Et si on veut aller un peu plus loin, on se rend compte que le profil de protéines de cette bande-là, de notre échantillon inconnu, est tout à fait comparable à cette bande-là, qui, elle, est une bande d'œufs de limpe. Des œufs de limpe, tout simplement vendus sous une fausse étiquette. Quant au caviar saisi par Christian, le cyberenquêteur de la répression des fraudes, le résultat va se révéler encore plus étonnant. Même pas l'ombre d'un œuf de poisson. À la place, les scientifiques ont découvert du agar-agar, un gélifiant noir caoutchouteux comme celui-ci. Il s'agit d'une algue qui permet de fabriquer de façon simple et rapide de petites billes qui imitent parfaitement les œufs d'esturgeon. C'est l'arnaque la plus répandue sur Internet, notamment à l'approche des fêtes. Avec son faux caviar, le jeune homme risque 2 ans de prison et une amende de 37 500 € pour pratique commerciale trompeuse. Même si quelques fraudeurs tentent d'en profiter, il reste que la révolution du caviar low cost est bel et bien lancée. Et pour d'autres produits de luxe, c'est déjà un vrai jackpot commercial. Le tarama, sur des toasts ou sur des blinis, cette spécialité gréco-turque, jadis haut de gamme, est aujourd'hui devenue un incontournable de l'apéritif. Chaque année en décembre, les ventes de tarama sont multipliées par 4. En supermarché, on en trouve à 13 € le kilo, 6 fois plus cher dans certaines épiceries fines. Pourquoi une telle différence de prix? Le tarama le plus cher est-il forcément le meilleur? Vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas et que le succès du tarama repose sur un petit ingrédient insoupçonnable. Nous sommes en banlieue parisienne. Cette petite usine fabrique du tarama pour les épiceries fines et les marques de luxe. À la base, une recette toute simple. Alors on est dans le labo tarama où on va préparer une bassine de tarama rose. Et alors c'est quoi ça? Alors la première chose qu'on va incorporer, ça va être les œufs de cabillaud. Tout commence comme la recette originale. Des œufs de cabillaud mélangés à du jus de citron frais. Là je vais faire une bassine de 60 kg de tarama. Donc je mets 5 poches de 3 kg. Mais ici, on a un peu enrichi la recette pour augmenter la production sans dépenser beaucoup plus. Ensuite, là va être le benzoate, le conservateur en fait. Donc une fois que mon conservateur a été mélangé, je vais mettre ma pompe à huile en route. J'ai programmé déjà la quantité d'huile. Je vais rajouter ma chapelure et je vais laisser tourner et prendre.
de la chapelure et surtout de l'huile de colza qui permet de gonfler le volume à moindre frais. D'ailleurs, la directrice de l'usine ne s'en cache pas. Il y a environ 50% d'huile et 25% d'œufs de cabillaud. Environ. L'huile est beaucoup moins chère que les œufs de cabillaud. Grâce à elle, la directrice de l'usine divise son coût de revient quasiment par 2. Le problème, c'est que plus on met d'huile, plus le tarama est blanc. Et ce qui fait vendre dans les supermarchés, c'est cette belle couleur rose vif. Plus alléchante, elle rappelle la chair du saumon fumé ou de la crevette et attire l'œil du consommateur. Alors, pour obtenir ce résultat, l'industriel ajoute aux œufs de cabillaud un colorant rouge appelé le carmin cochenille. Le carmin cochenille est un colorant puissant, donc on a des belles couleurs. C'est la recette de base, c'est comme ça que le tarama a été lancé. Je pense que c'était peut-être plus vendeur. Et ça marche. Grâce au carmin cochenille et au marketing, l'usine va écouler près de 20 tonnes de tarama rien que pour la période de Noël. Un succès qui repose donc en grande partie sur ce fameux colorant miracle, dont l'origine est des plus inattendues. La cochenille est une petite chenille en fait, qui est blanche et quand on l'écrase, donne cette couleur-là. Voilà. C'est comme ça qu'est extrait le colorant. Incroyable! C'est donc un insecte qui serait en partie responsable de l'énorme succès commercial du tarama. Mais comment transforme-t-on un insecte en colorant alimentaire? Pour le savoir, nous avons remonté la filière. Un grand voyage qui, là encore, nous a menés au Pérou. À 10 heures de route de la capitale Lima, direction La Joya, une petite bourgade pittoresque, devenue en quelques années la capitale mondiale de la cochenille. C'est ici que Federico Garland, l'un des plus gros exportateurs, vient s'approvisionner chaque semaine. Ici, nous sommes dans la région où on commercialise la cochenille. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs endroits où c'est écrit « Achète la cochenille ». Par exemple, ici, c'est pour l'exportation. En fait, tous ces magasins achètent la cochenille. Ces façades abritent donc un business mondial qui repose sur un tout petit insecte, élevé à l'écart de la ville, dans d'immenses champs de cactus. Aujourd'hui, Federico a rendez-vous avec l'un des plus gros producteurs de cochenilles de la région. Toutes ces traces blanches, ce sont des cochenilles. Tout le blanc que vous voyez, c'est de la cochenille. La cochenille est en fait un parasite du cactus qui sécrète un acide de couleur rouge pour se protéger des prédateurs. Il suffit de la frotter dans sa main pour voir la couleur apparaître. La cochenille est d'ailleurs un insecte fragile. Sa récolte délicate fournit du travail à la quasi-totalité de la population locale. La récolte se fait sans machine. Tout est ramassé à la main. C'est la culture qui exige le plus d'ouvriers dans la région. La cochenille, c'est l'or rouge du pays. Après la récolte, les insectes sont exposés au soleil, à même le sol, pour être desséchés pendant 3 jours avant d'être triés minutieusement. Cailloux, épines, poussière, tout doit être enlevé, car le prix du colorant est fixé en fonction de sa pureté. Nous espérons en tirer 25 $ le kilo. C'est le prix idéal pour que l'agriculteur gagne sa vie et que les ouvriers puissent en vivre aussi. Le prix du colorant doit être à un prix raisonnable. Comme ça reste accessible pour l'Europe, les États-Unis et pour tous les marchés. Et pour savoir si la cochenille est riche en colorant, Federico a une méthode infaillible. Aucun problème. C'est délicieux. Quand tu la manges, tu sais tout de suite la couleur qu'elle va avoir. C'est incroyable. Quand le goût est très fort, il peut déjà te dire quelle va être la couleur. Délicieux. C'est à Lima, la capitale, que les cochenilles vont être transformées en E120, l'appellation officielle du colorant. Et là, plus rien de naturel. Comme nous l'explique
Jorge Vargas, le directeur de production dans cette usine. Dans cette cuve, vous avez toutes les cochenilles, mélangées avec de l'eau et des agents réactifs. Il y a de l'acide citrique et du carbonate de sodium. Quand on a fini d'extraire l'acide carminique, on l'envoie dans ce grand réservoir. Tout le liquide avec l'acide carminique est là. On rajoute alors de l'aluminium et du calcium. Et quand ces deux agents réactifs sont mélangés avec l'acide carminique, on obtient notre poudre rouge. Regardez notre carmin. Elle est belle la couleur, non? Pas de belle couleur sans ajout de produits chimiques. Le problème, c'est que certains contiennent des traces de métaux lourds, pas très recommandés pour la santé. Alors Jorge Vargas nous assure que les doses sont infimes. Le carmin ne doit pas contenir plus de 5 millionièmes de métaux de plomb sur l'ensemble de la matière. Pour l'arsenic, on ne doit pas dépasser plus d'1 millionième de toute la matière. Et pour le chrome, c'est pareil. Notre produit doit répondre aux normes. Il ne contient pas plus d'1 millionième de toute la matière. Des traces infimes d'arsenic, de plomb ou de cadmium. La présence de telles substances est étroitement contrôlée par les autorités sanitaires européennes. Car les effets sur l'organisme de cet additif alimentaire répertorié sous l'appellation E120 sont encore mal connus. À forte dose, il pourrait provoquer chez certaines personnes des crises d'urticaire, voire même des réactions allergiques et parfois même de l'asthme chez les individus sensibles. Alors on limite leur concentration dans chaque aliment, car le carmin est présent dans beaucoup de produits que nous consommons au quotidien. Cosmétiques, bonbons, boissons, charcuterie et bien sûr le tarama. Sa belle couleur explique une partie de son succès. En supermarché, la plupart des taramas industriels sont vendus aux alentours de 15 € le kilo. Et dans certaines épiceries fines, les prix peuvent atteindre 59 € le kilo. Et pourtant, vous allez le voir, c'est souvent le même, à un petit détail près. L'étiquette. C'est ce que nous confesse la directrice de l'usine de fabrication en banlieue parisienne. Et au fur et à mesure de nos commandes, on étiquette ou à notre nom ou au nom du client. Ça, c'est de la production d'hier. C'est la même recette qu'effectivement les pots en plastique. Je veux dire, quand on achète finalement dans le haut de gamme, vous achetez le packaging, ça c'est évident. C'est évident que le produit peut être le même, mais le packaging fait toute la différence. C'est important pour certains clients. Oui, bien sûr. C'est plus qualitatif. Quand c'est plus joli, c'est plus vendeur. Finalement, on mange la même chose. Oui. Je peux pas vous le dire, ça. Et là, c'est la même recette. Bien sûr. Oui, bien sûr, c'est la même recette. C'est donc le même tarama industriel que l'on trouverait dans les supermarchés et dans certaines boutiques de luxe, vendues 4 fois plus cher. Place de la Madeleine à Paris, nous allons poser la question au chef de comptoir d'une prestigieuse épicerie. Et visiblement, il n'a pas l'air très à l'aise. Je ne souhaite pas parler de ces produits-là, parce que ça, c'est une gamme que je fais un peu à contre-cœur. Ça, c'est des produits qui sont plus destinés à des gens qui font leurs courses, à des clients, des consommateurs, et qui veulent le garder au frigo pour une occasion qui n'a pas été décidée au moment de l'achat. J'ai voulu les arrêter, mais mes clients me les demandaient. Alors, parce qu'on n'est pas sur les mêmes concentrations, on a des colorants, on a des conservateurs, on a des choses que j'aime pas, personnellement. Le chef de comptoir préfère nous parler d'une préparation maison qu'il met en valeur dans son étal. Plus riche en œufs de cabillaud, mais aussi beaucoup plus cher, 79 € le kilo. On a plusieurs recettes. Le tarama nature, à base d'œufs de cabillaud. Chez nous, très corsé en œufs de cabillaud, puisqu'on atteint 70%. Donc d'autant moins de matière grasse. Pas de colorant, pas de conservateur. C'est un choix. C'est le choix du goût et de la qualité. Lequel vous souhaitez? Nature ou piment d'Espelette? Nature. Ups. Combien vous en souhaitez, monsieur? Un peu moins? Ups, c'est bien. Je suis déjà venu en prendre quand je suis à Paris, je viens régulièrement ici et c'est un produit qu'on aime bien. Ouais. Mais les enfants adorent aussi le tarama, donc voilà, c'est un produit pour toute la famille. En grande surface, il est souvent très salé en fait.
Alors que là, on trouve un produit qui a un goût plutôt naturel et plus de poisson. 70% d'œufs de cabillaud côté artisanal, 25% côté industriel. Voilà de quoi justifier vraiment la différence de prix entre les deux produits. Mais dans nos supermarchés, vous allez le constater, les différences de prix pour un produit comparable ne sont pas toujours évidentes. C'est le cas par exemple pour le chocolat. La période de Noël, c'est le rendez-vous commercial à ne pas rater pour tous les fabricants. La bataille fait rage entre artisans et industriels. Des géants qui sont parfois prêts à tout pour se faire une place dans le caddie du consommateur.